Ordinateur. Ok, alors bonsoir. Je vous propose de vous parler de Lego ce soir, aujourd'hui, selon si vous nous écoutez en direct ou pas. Et avant tout, je voulais vous proposer un temps d'ancrage et de centrage pour permettre de revenir, de revenir à soi. Et moi, ce que je me suis rendu compte d'expérience, c'est que on avait trop tendance à vouloir partir dans des choses idéalisées, je trouve la bonne position, j'ai le bon coussin, la bonne posture, je suis dans mon axe, je trouve le bon centrage et je suis connecté à mon souffle, je suis connecté à mon ventre et j'ai les pieds à plat par terre et j'ai le dos bien droit et gna 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 gna. Et en fait, ce que je me suis rendu compte d'expérience, tout ça, c'était justement l'ego qui voulait nous faire nous embêter, à nous mettre dans une recherche d'une image ou d'une projection idéalisée de ce qu'on croit être l'ancrage ou de ce qu'on croit être la posture, etc. Et, euh, et je suis convaincu aujourd'hui que c'est tellement plus simple. Il suffit d'être dans son corps comme il est, d'être soi dans l'instant comme on est. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de posture idéale, il n'y a pas de... euh, euh, il y a juste à être là. Et être là, c'est être là comme on est. Et on est plein j'allais dire de défauts, pas forcément des défauts, mais on est plein de biais. On est biaisé, on est des humains biaisés par la vie, par notre histoire, par la société, par les événements, par plein de choses. Et, euh, et revenir à soi, se poser, se centrer et s'ancrer, c'est avant tout une posture intérieure plus qu'une posture du corps. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Donc oui, le souffle, la respiration nous aide parce que quand on vient écouter son souffle ou euh, le ventre qui se gonfle et se dégonfle à l'inspire et à l'expire, la cage thoracique, ce mouvement-là nous permet de sortir de notre tête pour revenir dans le corps, donc ça aide. C'est sûr et c'est vrai. Euh, et, euh, mais c'est en fait plus simple que ça. Et être présent dans son corps, c'est aussi accueillir ses pensées qui sont là, c'est aussi accueillir ses émotions, c'est accueillir ses douleurs, c'est aussi accueillir son inconfort dans la posture. Il n'y a pas de posture idéale. Et si on est dans une posture qui nous gêne, on en change. Il y a pas on n'est pas des moines bouddhistes qui passons 10 heures par jour en position zazen à essayer de réguler le flot de nos pensées. On est juste soi. Donc pour vous aider justement à revenir à être plus présent à vous-même, donc je vais vous aider un peu, euh, enfin vous aider, de vous montrer que vous aidez, c'est vous qui allez faire. Donc effectivement, il y a le fait déjà de fermer les yeux, on permet de ce qu'on appelle tourner le regard vers l'intérieur. Parce que quand on garde les yeux ouverts, on peut potentiellement être distrait par tout ce qui se passe autour, même si le téléphone est en mode silencieux, il peut y avoir une notification, une lumière, il peut y avoir un bruit, il peut y avoir un truc qui passe, un insecte ou quelqu'un dans la rue, dehors, une voiture ou que sais-je. Il peut toujours avoir quelque chose. Donc le fait de fermer les yeux, déjà, se coupant de ce sens-là, on va pouvoir, donc comme on dit, tourner le regard vers l'intérieur. Et tourner le regard vers l'intérieur, c'est finalement regarder ce qui se passe en soi. Et donc, bah, pas avec les yeux, on voit rien effectivement, mais c'est
recontacter ses sensations corporelles. Et une des croyances que l'on peut avoir, c'est que tout doit être clair, zen et youpi tralala à l'intérieur de soi quand on rentre en méditation et que on atteint un espèce d'état de félicité quand on se connecte à son cœur ou je sais pas quoi. Et, et plus ça va, plus je trouve que c'est de la fumisterie. Je suis désolé de le dire, de le dire comme ça, mais aujourd'hui, d'où je le regarde, c'est comme ça que je le vois. Et quand on se pose comme ça, qu'on tourne le regard, et ben, on va voir tout ce qui est là. Et tout ce qui est là en soi, bah, il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses plus moches, et il y a des tensions, euh, et il y a des pensées, il y a des tiraillements intérieurs, il y a des douleurs corporelles, et il y a des douleurs psychiques, il y a plein de choses, et ça fait partie de nous. Et tout ça, c'est des invitations de notre corps, de notre être à regarder tout ça. Parce que si on le regarde, on va pouvoir en faire quelque chose. Si on fait comme ça, ce truc-là, on ne peut pas aller le régler, hein. Si on le met sous le tapis, on ne pourra jamais s'occuper de ce dossier-là. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui deviennent chroniques ou il y a des choses qui deviennent euh, de plus en plus intenses parce qu'on ne s'en occupe pas. On a une petite douleur, on dit bah, c'est pas grave, ça va passer. Et puis la douleur, elle s'intensifie, elle s'installe. Ah oui, c'est ton corps qui te dit il y a un truc, vas-y, il faut que tu t'en occupes. Et puis on attend d'être complètement bloqué pour aller chez l'ostéo ou chez le médecin ou je sais pas où, hein. Euh, Moi, l'invitation, elle est à chaque instant de regarder, d'écouter ce qui se passe. Et ça s'acquiert vraiment avec le temps et avec l'expérience. Parce que c'est là où effectivement une forme de discipline, comme ces moines bouddhistes dont je parlais avant, va permettre de conscientiser, de gérer et de s'occuper encore mieux de ces dossiers-là. Euh, mais je pense que c'est ouais, avant tout se prendre comme on est, s'accueillir dans notre entièreté, notre complexité, notre multifacetité, euh, et que voilà, il n'y a pas que du beau à l'intérieur. On a des envies, on a des jalousies, on a des côtés sombres, et c'est humain, c'est complètement normal. Par contre, si on les nie, du verbe nier, on ne pourra pas s'en occuper. Donc accepter qu'on est radin, ça nous permet de devenir généreux, par exemple. Et ça marche avec tout. On est con, on est tous cons. On est tous le con d'un autre. C'est une expression que j'utilise parfois, mais c'est ça, quoi. Accepter qu'on est de con, ça permet de guérir ces comportements qui fait qu'on est le con de quelqu'un d'autre. Donc se poser et ramener le regard vers soi, c'est tourner le regard à l'intérieur. Euh, c'est avant tout ben, se prendre comme on est. Et plus, en fait, on va regarder quelque chose, une tension, une douleur, une émotion, une pensée, et plus on va pouvoir la transcender, la dépasser, en faire quelque chose. Et en stretching ou en Douyin, euh, c'était du Douyin, ça m'a appris vraiment ça, c'est qu'on on prend des postures d'étirement, c'est pas des postures de yoga, mais voilà, des postures particulières, et puis quand on est dans ces postures-là, eh ben, ça tire. Et on a le choix soit de se mettre en réaction et ah, putain, ça tire, ah, ça fait mal, machin. Soit à un moment donné, on accueille la posture, on accueille, ok, oui, ça tire, c'est normal. Je mets mon corps dans une position inhabituelle. Et si on écoute cette tension, cette douleur, dans cette posture-là, elle va diminuer, elle va se déposer, et puis au bout d'un moment, ça ne sera plus un sujet, cette tension-là. Et c'est pareil pour tout, pour les douleurs du corps, votre corps vous montre quelque chose en vous disant là, il y a un truc à regarder. Et quand on tourne le regard et vraiment qu'on vient
poser son regard avec bienveillance sur ces zones douloureuses, on peut les faire fondre comme de la neige au soleil. Donc c'est vraiment intéressant de prendre le temps euh, de regarder ça. Faites l'exercice, c'est vraiment simple euh, voilà, c'est l'invitation là, donc posez-vous, tournez le regard vers l'intérieur et ok, bah, il y a c'est pas tout zen, tout beau, tout joli, il y a des tensions. Ok, donc je regarde cette tension, je l'accueille. Voilà, moi j'ai un petit truc qui est là, par exemple, côté du foie. Bah, je respire tout simplement. Mais je respire pas que euh, pulmonairement parlant, je viens respirer dans cette zone. Comme si toute mon attention, au travers de ma respiration, venait faire vivre cette zone, la faire respirer. Et une respiration pulmonaire, c'est inspire et expire. Et ça, c'est le mouvement de la vie, le va-et-vient, le jour qui se lève et qui se couche, la lune qui monte et qui descend, la chaleur, enfin le soleil tout au long de l'année qui monte jusqu'à l'été, qui descend jusqu'à l'hiver. Toute la vie, c'est du va et du vient comme ça. Et on ne peut pas rester que dans l'inspire, on ne peut pas rester que le jour, on ne peut pas rester que l'été. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça, la vie, elle est cyclique, elle roule. Et, et cette respiration, elle va ramener de la vie, en fait, dans ces endroits qui sont cristallisés en nous. Plus on va, le retour à soi et le fait de se déposer comme ça en soi, en tournant le regard vers l'intérieur, va permettre vraiment vous pouvez écouter chaque tension, même chaque pensée qui passe. euh, et au bout d'un moment, en fait, voilà, on va atteindre un apaisement et un relâchement général. Après, effectivement, il y a des techniques que parfois j'utilise et que je vous propose dans les temps d'accompagnement qui sont intéressantes pour amener une forme de dynamique avec tout ça. Par exemple, les visualisations. Visualiser ces fameuses racines d'ancrage, c'est-à-dire vraiment les pieds, qu'ils soient posés au sol ou que vous ayez les jambes croisées, peu importe, en imaginant que de toute façon, les racines d'ancrage ne démarrent pas au niveau des pieds, mais au niveau du bassin, parce que le chakra qui est au niveau du périnée s'appelle le chakra racine. Vos racines partent de votre périnée, vos jambes sont déjà le début de vos racines. Donc même si vous avez les fesses par terre ou sur un coussin, vos racines partent de là. Donc vous pouvez imaginer que vos jambes et le prolongement de euh, de vos pieds, pour être plus précis anatomiquement, sont comme des racines d'ancrage énergétique. Et ces racines permettent euh, c'est une porte de sortie énergétique, donc elle va permettre, en la conscientisant et en la faisant vivre, dans notre visualisation, dans notre respiration, de décharger et déposer. Et donc, ces tensions, euh, parfois le fait de les écouter, ça suffit, et des fois ça suffit pas, parce que il y a besoin de plus. C'est pas le sujet de ce soir. Donc c'est là qu'on peut choisir de les expirer et de les renvoyer dans la terre au travers ces racines d'ancrage. Et notre corps est fait de différents étages selon les lectures indiennes, chinoises, peu importe les lectures que l'on utilise. Et quand on a mis en place les racines, on va pouvoir déverrouiller les différents étages. Donc moi j'aime bien partir par le bas parce que quand vous voulez vider une baignoire, vous tirez le bouchon, c'est par le bas que ça descend. Et là l'image, je trouve qu'elle est
euh, elle est intéressante aussi pour le corps au niveau énergétique. Donc on peut imaginer, une fois qu'on a imaginé, visualisé ces racines, au niveau du périnée des jambes, on peut imaginer que bah, toute la partie en, en dessous du nombril, on va dire, comme si tout ce qui était là, on va l'expirer dans la terre, laisser partir toutes les tensions du bas-ventre. Conscientiser ce va-et-vient de notre respiration, sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, imaginer qu'à chaque fois qu'on expire, que ça s'en va un petit peu. On sent que c'est plus léger, on peut monter au-dessus du nombril, entre le nombril et le diaphragme. De nouveau, imaginer qu'on laisse partir. On monter un étage plus haut, prendre toute la partie thoracique, cardio-pulmonaire, et de nouveau, laisser partir les tensions. Ensuite, toute la partie, toute la région de la gorge et de la nuque. Et enfin, toute la partie de la tête. On laisse partir les tensions avec la respiration. On laisse tout s'échapper dans la terre à travers nos jambes. Moi, j'ai un bâillement qui indique que le corps confirme que le corps se détend et se relâche. Après, il y a plein d'autres techniques complémentaires, mais je trouvais ça intéressant de prendre un temps pour de démarrer en se posant, se déposant comme ça. Ça met aussi dans de bonnes dispositions pour la troisième partie, parce qu'on va attaquer la deuxième partie, qui était une proposition de vous parler un peu de l'ego et des pièges de l'ego. Et une troisième partie qui sera plus une forme de soin énergétique, on va dire, pour aider à intégrer ça dans son quotidien. Euh, L'ego, on va dire le principal piège ou problème de l'ego, ça va être qu'il a été, qu'il est programmé, allez, on va utiliser ce mot-là, il est programmé pour la survie. Euh, Pourquoi, comment l'ego se programme et s'est programmé comme ça? Parce que bah, déjà, on fait partie du règne animal, donc on a toute une partie de nous, notamment une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, qui est prévu dans son fonctionnement pour la survie. C'est-à-dire que euh, les- face à une situation, à un danger, cette partie va avoir une action, possibilité d'action limitée qui vont être la tétanie, euh, je ne peux plus bouger, comme certains animaux font, ils font semblant d'être morts. Fuite, le danger arrive, je me casse. Et le combat, je suis là et je me mets en disposition pour me défendre. Et comment l'ego se programme, entre guillemets, pour la survie? Ben, simplement par rapport à notre histoire, puisque on est
naître, on naît dans une famille. Dans cette famille, il y a deux parents, normalement, papa, maman. Euh, Déjà, ben, par rapport à eux, on va avoir des stratégies pour attirer leur attention, pour avoir de l'amour, pour avoir de la nourriture, même parfois. Bébé pleure pour avoir à manger. Si papa est pas là, ben, on cherche des moyens d'attirer son attention dans nos comportements, on essaye d'être meilleur, d'être parfait. Euh, on, on adopte des stratégies et après, s'il y a des frères et sœurs, eh ben, il va y avoir des rivalités ou des connivences. Et avec tout ça, ben, on va continuer à se construire. Ensuite, il va y avoir l'école et puis on va grandir dans la compétition et puis la société et puis le passif de cette société qu'on appelle l'inconscient collectif, toutes ces euh, con- conditionnements sociaux, on pourrait dire, euh, un énorme poids sous-jacent de la religion catholique et même du judaïsme, puisque la Bible utilisée par les catholiques comporte l'Ancien Testament, qui est la Torah, donc la Bible des Juifs, et le Nouveau Testament. Donc on est vraiment dans un poids judéo-chrétien. Euh, et, euh, et tout ça, et plus les événements et les accrochages de la vie. Si vous faites agresser dans la rue, des femmes qui se font attoucher ou pire encore, si on est victime de- d'un attentat, d'un accident de la route, j'en sais rien. Enfin là, on peut imaginer tous les scénarios. Euh, Tout ça va faire qu'on va mettre en place des stratégies de survie. Donc il y a des personnes qui ont moins de problèmes que d'autres. Tant mieux pour elles, heureusement, j'ai envie de dire. Et qui vont avoir un papa et une maman qui vont être présents, qui vont être aimants. Il va y avoir du soutien, il va y avoir euh, du nourrissement, il va y avoir une vie sans gros heurts, qui va faire des personnes stables, sereines, zen, fortes, ou à défaut d'être fortes, résilientes, qui vont être capables, quand il y a un problème, de le dépasser, d'aller de l'avant. Et puis il va y avoir des personnes qui vont se retrouver avec l'exact opposé, avec soit des parents qui ne sont pas présents, pas aimants, voire pire, qui sont malsains ou maltraitants, et qui vont, et puis voilà, toute euh, tout ce qui peut en découler derrière, qui va faire des personnes fragiles, des personnes qu'on pourrait dire faibles, peu importe les mots. Euh, et, et ces personnes qui ont, on pourrait dire, plus de chance, pourrait ne pas se sentir concernées par ce que je dis, et tant mieux pour elle, encore une fois. Euh, Néanmoins, l'ego, dans son fonctionnement de survie, peut toujours nous mettre dans des postures de rivalité, des stratégies stratégie de base, soit la tétanie, soit la fuite, soit la confrontation. Quand on reste dans l'ego, on va être dans ce triptyque-là. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle victime bourreau sauveur, peut-être. Je me suis jamais amusé à le faire. Euh, mais c'est d'autres stratégies de fonctionnement qui sont aussi des gros pièges. On verra, dont on va parler dans un instant. Euh, et euh, l'objectif, je pense, de tout être humain, c'est d'être en paix et en sécurité, à défaut d'argent, de richesse, etc. Parce que ça, tout est relatif, mais la paix et la sécurité, à mon avis, ça doit être un espèce de tronc commun qu'on doit pouvoir rattacher dans les attentes de chaque homme, enfin chaque humain. Euh, et et l'objectif de l'ego, lui, c'est pas. Enfin, si, son objectif, ça serait qu'on soit dans cette paix et cette sécurité. Mais
Le problème, c'est que les fonctionnements et les stratégies qu'il utilise par défaut ne nous permettent pas d'y être. Et l'ego nous fait tourner et retourner, tourner en boucle, que dans des choses que l'on sait, que l'on connaît. Il n'est pas capable de créer du neuf. L'intuition, l'inspiration, on va dire dans un truc extrême, les divinations, peu importe les mots, euh, ce- tout ça euh, va venir d'une autre partie de nous qui, bah, selon les traditions, les personnes, on peut appeler notre étincelle divine, on peut appeler notre âme, on peut appeler le moi supérieur, ou peu importe les mots. Et, euh, et cette partie-là, justement, est détachée de l'ego. Donc elle n'est pas influencée par tous les conditionnements qu'on a pu recevoir. Et la porte de sortie, elle passe vraiment par là. C'est à un moment donné, euh, comprendre que on a cette intuition, on a ce petit truc, ce petit ressenti en nous, au fond de nous, et que c'est lui qui va peut-être nous donner cette porte de sortie par rapport à ces fonctionnements dans lesquels on tourne en rond. Et dans ces pièges de l'ego, donc on retrouve ce triangle de Karpman, que sont les postures de victime, de bourreau et de sauveur. Et on pourrait presque en rajouter une quatrième, qui serait le héros. Hop, je la rajoute. La victime, c'est la personne qui, et on a tous ces facettes en nous, d'une certaine façon. La victime, c'est la partie en nous qui, ben, de toute façon, elle n'y est pour rien. Il y a un truc qui arrive, c'est l'extérieur, le méchant, c'est l'autre, c'est la société, c'est l'État, c'est le patronat, c'est le j'en sais rien quoi. Euh, les femmes, les hommes. Et c'est la faute de l'autre. Donc on n'y peut rien, c'est la faute de l'autre, et nous on est la victime de. Euh, et ben, si vous êtes dans cette posture-là, que vous croyez que c'est l'autre le problème, mort pour vous. L'ego va toujours vous faire reboucler là-dessus. Prendre conscience que le problème, donc s'il y a effectivement quelqu'un qui vient et qui vous tape dessus, on ne peut factuellement que dire que c'est l'autre. Par contre, si on prend ce détachement de dire, attends, on a une autre partie de nous, on appelle l'âme, l'étincelle de vie ou peu importe, et si on prend cette distance, cette hauteur, ce recul, cette partie-là, elle va nous montrer une autre lecture de la situation. Dans cette autre lecture, on peut découvrir qu'en fait, cette situation de cette personne extérieure qui vient nous agresser, nous l'avons attirée à nous. Et chaque situation peut être lue et décodée différemment, mais imaginons une femme, une fille, pardon, qui a été conditionnée par ses parents en lui disant attention, ne perds pas tes affaires, fais attention, ça coûte cher, sois vigilante, prends soin de tes affaires, etc. Et cette petite fille, elle se retrouve à avoir ses craintes, ses appréhensions, bah, de perdre ses affaires, de se faire voler, de les casser, etc. Dès qu'il va y avoir un incident, puisqu'elle va être dans cette vigilance, elle va attirer ça. Et dès qu'il y a un objet qui va être volé, dès qu'il y a un objet qui va être perdu, elle va se faire engueuler. Je t'avais dit de faire attention avec tes affaires. Fais attention avec tes affaires. Sois consciencieuse, pardon. Range-les bien.
Entretiens-les, fais attention, arrête de perdre tes affaires, attention de ne pas te les faire voler. Et dès qu'il y a un objet qui est perdu, qui est volé, la petite fille, elle se fait engueuler. Ce conditionnement va faire en sorte que elle va être tout le temps dans cette vigilance. Dès qu'il y a une situation, elle va avoir peur de se faire voler, elle va avoir peur de se perdre ses affaires et elle va être dans une survigilance, une surprotection et ce faisant, en fait, elle va attirer sans arrêt à elle, tard, adulte, des situations pour venir lui montrer ce conditionnement. On s'appelle ça l'effet miroir. La vie, elle va nous montrer au travers de situations ce que l'on porte. Elle a été conditionnée, dans cet exemple, par ses parents à être vigilante avec ses affaires. Du coup, ça crée une surattention, une survigilance et c'est un conditionnement. On peut au quotidien être détendu, être vigilant avec ses affaires, mais être détendu avec ça. Ben, la personne, elle va se retrouver à vivre des situations, à se faire cambrioler, à se faire arracher son sac à main dans la rue, à se faire... La vie va lui mettre des situations pour venir prendre conscience et se libérer de ce conditionnement qu'elle a reçu par ses parents. Et si on croit qu'on est la victime du cambrioleur, la victime de celui qui arrache le sac à main, on n'a aucun pouvoir de guérison. Parce que c'est la faute, elle est à l'autre, et l'autre, on ne peut pas le changer. On ne peut pas empêcher qu'il y ait des cambriolages. Par contre, si on prend conscience que c'est quelque chose en nous, conditionnement, donc de l'ego, ben là, on a une opportunité de venir transformer ça en nous. Et je vais vous prendre un exemple lambda, mais il y en aurait tellement de tout ce qu'on porte et de tout ce que l'on vit. Des personnes qu'on a rabaissées, humiliées, de toute façon, t'es nul, tu n'y arriveras jamais, machin, machin. Ben forcément, qu'est-ce qu'elles croient? Qu'elles sont nulles, qu'elles n'y arriveront jamais. Donc, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie? Elles attirent tout le temps de l'échec. Échec, échec, échec. Que de l'échec dans sa vie. Et donc, forcément, on peut après en vouloir aux autres. Ah là, j'ai échoué ce projet, c'est de la faute à ci. Là, j'ai pas eu mon financement, du coup, c'est la faute à la banque. Je sais pas. Non, si on se croit nul à l'intérieur, on attire de la nullité. Donc la vie, elle va sans arrêt venir nous présenter, nous mettre sous le nez ces choses que l'on porte en nous. Donc chaque instant, chaque rencontre, chaque événement est une opportunité de grandir, de se connaître. Du coup, si on sort de la victime, on peut passer dans le triangle de Karpman au mode bourreau, c'est-à-dire que c'est l'autre, c'est la faute à l'autre. C'est l'autre qui m'a volé mon sac à main, c'est à cause de lui que j'ai perdu ci, que j'ai fait ça, que j'ai machin, que je me suis fait une luxation de l'épaule. Du coup, on va se mettre à pourchasser on va faire Batman, on va aller pourchasser les cambrioleurs, les arracheurs de sacs à main dans la rue. On va porter plainte, on va faire une croisade, on va aller monter des associations de voisinage, de protection pour surveiller les gens. Et puis c'est nous qui allons agresser les gens. Voilà, il a un regard bizarre, lui. Ah, t'es un cambrioleur, toi, puis on va lui sauter dessus. On devient le bourreau. Ça peut être des choses plus simples, hein. Par exemple, une personne qui se fait quitter par son compagnon, se sent trahi, qui se sent rejeté, et du coup, il est mal, triste. Du coup, je suis triste. L'autre qui m'a rejeté, c'est l'autre qui m'a quitté. Je suis triste. Donc le problème, c'est l'autre. Si je suis triste, c'est de sa faute. Du coup, la tristesse se transforme en colère. Et on va déverser cette colère sur l'autre. Donc c'est ta faute. Gna, 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 gna. On passe de la victime au bourreau. Troisième posture, ça va être le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui s'oublie pour s'occuper des autres et qui est sans arrêt en train de se sacrifier et d'aller
Le gosse qui tombe dans la rue, récupérer le gosse, oh là, t'es pas fait mal, machin, attends, je t'emmène aux urgences. C'est bon, t'as rien emmené, hein, t'as rien demandé, le gosse. Alors, des gosses, ils tombent, ils se relèvent, ils rigolent et ils repartent. Le voisin qui a un problème, on va aller l'aider, le frère, la sœur, le cousin, le machin, on est sans arrêt en train d'aider tout le monde. Ah, t'as un problème d'argent, bah, je te donne de l'argent. Ah, bah, on n'aide personne en leur donnant de l'argent. La personne a un problème d'argent, c'est qu'elle a quelque chose à régler à ce niveau-là. C'est pas en lui donnant de l'argent qu'on résout le problème. Et il y a un mode héros. Pour Cartman, en fait, on passe de l'un à l'autre. Victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur. Même au sein d'une relation, dans un couple, il y a des jeux de pouvoir qui se font. Et le héros, c'est celui qui y arrive malgré tout. J'ai plein de problèmes dans ma vie. Il y a ma voiture qui est en panne, il y a machin, j'ai perdu mon boulot, j'ai machin, j'ai un lamago, gna 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 gna. Et ben malgré tout, j'y arrive. Je suis le héros de la situation. J'ai plein de problèmes, mais j'y arrive. Et on continue. Et on continue. Une femme seule qui a 3 boulots et qui s'occupe de 2 gamins et elle y arrive, elle y arrive, elle y arrive, elle y arrive. Et elle y arrive toujours. C'est la héroïne. Comment tu vas? Ah bah c'est dur. C'est dur, ah machin, là j'ai fini un boulot, je vais prendre le suivant, et puis après il faut que je récupère les enfants, et puis après ci, et puis après là, et puis machin, puis il faut que j'aille m'occuper de mes parents, et elle y arrive malgré tout. C'est malgré la vie qui s'acharne contre elle, elle est la victime de la vie, mais c'est l'héroïne, elle s'en sort. Bah, toutes ces postures-là ne sont que des pièges qui nous enferment et qui nous empêchent d'aller au bon endroit, c'est-à-dire d'aller se rendre compte que ce qui se passe n'est qu'une opportunité pour nous de nous connaître, nos fonctionnements intérieurs, dans nos blessures, dans nos conditionnements. Et ce faisant, on a vraiment une opportunité de changer les choses réellement de l'intérieur. Parce qu'on est la victime de ses parents qui ont été méchants quand on était enfant. Vous n'allez pas faire un procès à vos parents toute votre vie, hein. Vous êtes tout le temps en lutte avec eux, tout le temps en lutte avec eux, tout le temps en lutte avec eux. Vous ne vivez pas, vous survivez. C'est le but de l'ego, hein, c'est la survie. Victime, bourreau, sauveur, héros, on est tout le temps dans la survie. On ne profite pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, si je mets ce carré, c'est plus un triangle, maintenant c'est un carré, à plat, la solution, elle n'est dans aucune des positions là, même pas au milieu. La solution, elle est là. Elle est de prendre de la hauteur, du recul, de prendre conscience que on n'est pas que notre ego, on n'est pas que notre corps, on n'est pas que notre mental. On est aussi une partie plus sage, plus détachée, euh, on pourrait dire plus divine, qu'on pourrait appeler donc cette étincelle de vie, qu'on peut appeler l'âme ou qu'on appelle le moi supérieur, peu importe. Et en utilisant cette partie-là pour prendre du recul, de la hauteur, de la distance avec nos problèmes, plutôt que d'avoir le nez dedans, le nez dans le guidon et de ne pas voir ce qui se passe, c'est là où on va pouvoir euh, découvrir ces mécanismes et les changer. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que quelle que soit la situation, le problème, il n'est pas extérieur. Ce problème qu'on a l'impression qu'il est extérieur n'est qu'une opportunité de voir ce qui se passe en nous par rapport à ce problème. Il y a tout le temps de l'injustice autour de vous. Vous portez une blessure d'injustice. En résolvant cette blessure d'injustice, vous allez pouvoir changer les choses. Donc, se rendre compte que l'extérieur n'est qu'une opportunité de voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas. Si vous laissez le pouvoir à l'extérieur, c'est foutu. Vous ne pourrez jamais rien changer en vous. Vous ne pourrez jamais rien changer dans votre vie. Parce que c'est l'autre qui a le pouvoir.
Votre pouvoir de guérison, il est en vous. Donc si ce truc extérieur, ce bourreau ou cette vie qui s'acharne sur vous, ou j'en sais rien quoi, si vous le laissez là-bas, le pouvoir il est là-bas et vous ne pourrez jamais évoluer avec tout ça. Reprendre, hein, c'est se rendre compte que toutes ces choses extérieures ne sont qu'une invitation à voir ce qui se passe en vous. Et ensuite, d'utiliser cette prise de recul, de hauteur, de distance pour regarder cette situation justement avec quelque chose de détaché. Donc le faire seul, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Clairement, ça demande beaucoup de détachement, ça demande aussi un peu d'humour, de dire, bah, voilà, si je vois des cons partout, bah, c'est peut-être que c'est moi moi le con dans l'histoire. Donc ça demande d'avoir un peu de détachement sur soi et un peu d'humour, de dire: «OK, bah, je suis con, hein, bah, comme tout le monde, bah, c'est pas grave». Et ça, c'est pas toujours évident. Donc peut-être au début, on a besoin d'aide ou de regard extérieur, pour, quand dans une situation on ne comprend pas et que l'autre va nous permettre de comprendre. Donc ça peut être un ami, ça peut être, la coiffeuse ou le coiffeur et qui vous videz votre sac et qui vous dit une phrase anodine, mais qui peut vous permettre de prendre du recul. Ça peut être, évidemment un thérapeute, un psychothérapeute, ou un thérapeute quelconque qui, va vous aider à éclairer d'un point de vue extérieur ce truc-là. Parce que là, vous êtes là, c'est tout ça qui arrive, je comprends pas d'où ça vient, ce qui se passe. OK, bah là, une personne extérieure peut vous aider à voir ça autrement. Et si vous faites cette démarche d'écoute sincère, de détachement, de recul sur soi, bah, vous avez l'opportunité, hem, peut-être si dans un premier temps, c'est le regard extérieur qui vous permet de comprendre les choses, et ben, vous allez après pouvoir, le faire seul. C'est-à-dire que si vous n'importe quoi, vous faites, 2 ans de psychothérapie, bah, si vous avez un bon thérapeute en face, il va vous aider à vous comprendre et si vous vous comprenez, bah, après vous avez plus besoin de lui, vous vous comprenez. Vous pouvez faire le travail tout seul. Pour moi, c'est ça un bon thérapeute, c'est un praticien qui va vous aider à devenir autonome dans votre fonctionnement, pas à vous vendre des séances à la tour de bras. OK, «Bonjour, alors qu'est-ce qui va pas? Votre mère? Ah, encore votre mère? Bon alors qu'est-ce qu'il y a votre mère? Ah, oh là là, bah, votre mère, ah bah, votre mère. Ah là là, bon à la semaine prochaine!» Et puis voilà, on tourne en rond dans la mer, youpi. Vous savez, à part, faire prospérer le business de ce praticien, vous avancez pas beaucoup. Donc c'est intéressant aussi de varier les thérapeutes ou d'en trouver un vraiment qui vous, donne des outils ou de vous former à des outils. Il y a des outils heu, puis j'en ai pas qui me traversent là pour vous donner d'exemple, j'allais dire la PNL ou la CNV, mais c'est pas vraiment des outils pour ça. En tout cas des outils d'autodiagnostic. Après j'ai envie de dire n'importe quelle, formation dans le bien-être, vous donne des outils, hein. C'est des outils pour l'autre, mais c'est avant tout des outils pour soi. Hem, donc voilà, prendre conscience que tout ce qui se passe à l'extérieur va être une opportunité de voir ce qui se passe en soi et ensuite prendre ce recul, ce détachement, se rendre compte que ce n'est qu'un fonctionnement. Et moi d'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a une grosse, 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 grosse partie, je ne peux pas la quantifier, mais pour vous donner un chiffre, peut-être 70 ou 80 de nos problèmes qui viennent de notre histoire et de la relation avec nos parents dans l'enfance. Une grosse partie qui vient de là. Et quand on a un peu fait le tour et fait le tri dans tout ça, heu, on va on peut, retrouver le même genre de problème, mais plus dans un rayon familial. C'est-à-dire des choses qui sont passées chez nos ancêtres et cetera. Et après, quand on a déconstruit ça, on va se retrouver confronté à tout ce qui va être, plus ancien, de l'inconscient collectif ou ceux qui croient à la réincarnation des anciennes vies, hein. Heu, mais toute cette fuite où aujourd'hui ça va pas dans ma vie, ah bah, c'est le karma, trop facile.
Parce que le problème, c'est le karma, c'est pas nous. Donc on n'y peut rien, le karma, on n'y peut rien. Il est où le karma? Vous l'avez mis où, votre karma? Hein. Dans mon bourrelet là? Non, je sais pas. Si c'est la photo karma, c'est pas de votre faute. Je dis pas que c'est de votre faute de toute façon, hein. Mais c'est pareil, que ce soit le voisin, l'agresseur, vos parents, votre frère et sœur ou le karma, le problème est à l'extérieur de vous. Réappropriez-vous la chose. Et là, vous pouvez la transformer. Hmm. Je propose maintenant un petit temps de nettoyage et d'intégration pour vous aider un peu à remettre les choses dans le bon ordre. L'expression n'est pas la plus belle, mais c'est celle qui vient. Juste une chose que je voudrais préciser, c'est que utiliser ce qui se passe à l'extérieur pour venir voir ce qui se passe en nous, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. C'est une croyance judéo-chrétienne assez classique. Euh, pour ceux qui sont allés à l'église un peu à un moment donné, hein, euh, on dit à chaque fois à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une parole et je serai guéri. En gros, voilà, moi je suis qu'un pauvre pécheur, je suis nul, je ne vaux rien, il n'y a que Dieu qui sait, qui peut. Et Dieu, ben, bien sûr, l'Église nous l'a fait mettre à l'extérieur. Hop, donc encore un truc qui est inaccessible et qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Donc l'Église nous a fait croire dans ses préceptes qu'on n'était que des pécheurs, donc des mauvaises personnes, euh, et que c'était il y avait que Dieu qui pouvait nous guérir, quoi. Donc on est coupable par défaut, selon la religion. On est des pécheurs. Donc non, on n'est pas coupable, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, votre responsabilité, si vous voulez vous sortir de votre marasme, de votre problème, de votre mal-être, ça va être de vous dire, OK, le problème, il est en moi. Ça ne veut pas dire que le problème, c'est moi. Le problème, c'est pas vous, c'est vos conditionnements. Le problème, c'est pas qui vous êtes, la façon dont vous vous comportez. Et la façon dont vous vous comportez, elle est influencée, elle est euh, impulsée par comment vous êtes construit. Et vous êtes construit à travers des comportements, des croyances de votre entourage, donc de vos parents, de vos frères et sœurs, de l'école, de la société, des événements de la vie, évidemment. Vous n'êtes pas coupable. Votre- Par contre, votre responsabilité, c'est comment vous vous en sortez de ça. Et la clé, elle est en vous. C'est la première chose qu'on va aller nettoyer. Ok, super. Ensuite, moi, j'ai cette croyance et cette conviction que Dieu n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quel que soit le nom que vous lui donnez, vous l'appelez l'univers, la vie, que vous appeliez ça votre âme, votre étincelle de vie, etc. Pour moi, c'est un élément intérieur. Et en fait, se réapproprier ça, ça va permettre d'avoir cet outil personnel de prise de recul, de prise de hauteur, ou de distance, ou peu importe le mot qu'on met. Euh, mais c'est pareil, si on part de cette vision de l'humain qui n'est pas qu'un corps et un esprit, quand je dis un esprit, je parle du mental et de l'ego, etc. Euh, mais qu'on a cette haute facette, cette troisième dimension de nous-mêmes, qu'on pourrait donc appeler étincelle de vie, etc. Euh, Là, on reprend vraiment son pouvoir, sa capacité de se transformer. Parce qu'encore une fois, l'ego, il boucle sur lui-même. Il ne sait faire que ça. Il ne sait faire que reproduire ce qui s'est déjà passé, que ce soit dans votre histoire ou que ce soit dans votre héritage familial, parce que vous êtes enfant d'eux.
Et en tant qu'enfant d'eux, vous avez un bagage génétique. Et dans ce bagage génétique, il n'y a pas que des gènes, il y a aussi ce qu'on appelle des casseroles familiales. Donc si vous avez deux grands-mères castratrices, eh ben, vous allez avoir une maman castratrice, un papa qui va être euh, castré. Et voilà. Et le problème, c'est pas la relation de votre parent, même si c'est vous, si c'est eux qui étaient là, mais c'est ce bagage qui vient de la famille. Donc on est porteur aussi de choses comme ça. Et, euh, et si on reprend euh, au-delà de notre corps et de notre mental, de cet ego qui ne sait que boucler par rapport à notre histoire, mais aussi à cet héritage familial, si on reprend si on s'ouvre au fait que l'on porte cette autre partie en nous, on se retrouve avec trois éléments, un trépied, certains appellent corps, âme, esprit, donc en tout cas le corps, l'ego et la partie divine. Et là, on a quelque chose de stable. On a un trépied, quelque chose qui peut tenir debout. La deuxième partie, ça va être réouvrir cet espace, accueillir cette partie de nous. Et vous le faites si vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation. Du coup, la dernière partie du soin, ça va être cette reconnexion dans cette verticalité pour réaligner ces trois parties de nous. Donc, votre corps, vous voyez bien où il est. Votre mental, votre ego, vos conditionnements, ça, on met ça plutôt au niveau de la psyché, au niveau de la tête. Et cette partie divine, on la met généralement au niveau du cœur. Donc si on imagine le mental, le, le cœur, le divin et notre corps, on va réaxer tout ça pour qu'il y ait une circulation et une cohésion. Donc soit vous êtes toujours dans cette posture d'être vous-même qu'on a mis en place au début, soit ben, vous pouvez reprendre un instant pour vous réinstaller dans votre corps, retourner le regard vers l'intérieur. Imaginez accueillir comme une espèce de première vague de nettoyage, comme une espèce de piston qui descend, qui va pousser vers le bas les conditionnements, notamment judéo-chrétiens, ces conditionnements de victime, ces conditionnements égotiques, donc victime, bourreau sauveur, mais aussi le héros, et puis cette croyance qu'on n'est que des mauvaises personnes, des pauvres pécheurs. Voilà, imaginez que progressivement, comme si une énergie descendait comme ça et poussait vers le bas, comme un piston, j'ai pas d'autre image à vous transmettre. Vous laissez partir, faisait partir toutes toutes ces croyances et ces conditionnements. Moi, ça fait légèrement tanguer mon corps. Peut-être vous sentez des frissons, peut-être vous sentez rien, peut-être vous avez une image, peut-être vous avez un fourmillement ou une d'allègement, peu importe comment ça se passe pour vous. Accueillez juste que ça se passe. Il n'y a pas une façon de vivre ça. Vous pouvez, pour accompagner ça, imaginez chaque zone de votre corps. Donc la vague a déjà bien progressé, mais je peux vous le refaire vite fait. Le sommet de la tête, après le front, les yeux, les oreilles, le nez, les joues, la bouche, la mâchoire, la gorge et la nuque,
épaules, voilà, on peut imaginer toutes les parties du corps et ressentir chaque partie du corps l'une après l'autre, heu, pour imaginer, voilà, que cette énergie descende à travers nous. Vous pouvez faire en accéléré, hein, vous pouvez prendre le temps de ressentir chaque partie du corps avec chaque sensation qui est là. Pour moi, la vague à force, elle est plutôt au niveau de l'abdomen, au niveau du nombril, au niveau des reins, et continue de descendre. J'ai envie de vous inviter à la vivre à votre rythme. Continuez de respirer, ne vous mettez pas en apnée. S'il y a des soupirs, s'il y a des besoins de bouger, s'il y a des bâillements, des choses comme ça, c'est possible. De mon côté, la vague arrive au niveau du bassin, commence à descendre au niveau des fessiers et des hanches. Voilà, la vague arrive tranquillement au niveau du bas des jambes, chevilles. Voilà, voilà, super. Alors, si vous écoutez en replay, vous pouvez, une vague n'est pas finie, vous pouvez mettre la pause pour le temps de vraiment de laisser se passer à votre rythme. On va réintégrer maintenant cette partie de nous que l'on peut appeler divine, le divin en nous, l'étincelle de vie, ou notre âme, ou l'univers en nous, peu importe le mot que vous y mettez, hein. Imaginez dans la poitrine comme si un espace s'ouvrait, comme si un soleil se mettait à pulser, comme si plusieurs images qui viennent en même temps. Donc c'est certainement pour parler à tout le monde. Ça peut être différentes sensations, comme une espèce de petit tourbillon qui se mettait en mouvement. Et juste imaginer que l'image de Dieu que certains dogmes ou religions nous ont fait voir à l'extérieur, que finalement ce Dieu qu'on a pu s'imaginer, c'était qu'un miroir, ce qu'on voyait dehors, mais qu'en fait, ce miroir nous montrait ce qui était en nous. Tout à l'heure, je vous disais que toutes les choses que vous voyez à l'extérieur pouvaient être des invitations à découvrir des choses en vous. On était plutôt dans à imaginer des choses négatives, néfastes, malveillantes. Mais ça marche aussi pour les choses positives, bienveillantes, altruistes. C'est-à-dire si vous voyez, s'il y a un comportement d'une personne qui vous touche, s'il y a une qualité d'une personne qui vous touche, il y a quelque chose que vous voyez qui vous fait waouh, ça aussi, vous le portez en vous. Ça, n'oubliez pas. Quand vous voyez des gens, vous avez l'impression que vous êtes nul quand vous parlez en public, mais que vous voyez des orateurs et qui vous subjuguent, vous faites waouh, cette personne, elle sait parler en public. Ce que vous voyez chez elle, vous l'avez aussi en vous. C'est pas parce qu'il n'est pas émergé que c'est pas là. Ça marche entre guillemets pour les choses positives aussi. Voilà, petite parenthèse. On revient dans l'espace de la poitrine. C'est comme s'il y avait comme si on faisait de la place. Voilà, ce truc qui tourne, cette espèce de tourbillon, ce soleil, je parlais d'un espace. C'est comme si on était en train de dégager de l'espace pour
Ouais, on refait de la place pour réaccueillir le divin, nous. Je dis divin, après vous mettez le mot que vous voulez, hein. Vous allez imaginer que cet espace, il va, comme s'il y avait un filament qui partait vers le haut, et un autre qui partait vers le bas, comme s'il s'étirait un petit peu, et que la partie descendait jusqu'à votre périnée, jusqu'à votre bas-ventre, jusque dans votre bassin. Reconnectez cet espace central à votre corps. L'autre qui monte dans la tête, comme si on reconnectait cet espace central à cette partie mentale, ego, etc. Et vous pouvez imaginer que ce que vous vivez à l'intérieur de vous prend toute la place dans votre corps, va jusqu'au bout des pieds, au bout des doigts, remplit tout votre corps comme si c'était que vous ayez l'image d'une tornade, d'un soleil, ou juste d'un espace qui se remplit. Pardon, comme si vous remplissiez entièrement de tout ça, comme si ça, tout se reliait en vous, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, la surface et la profondeur. Vous vous retrouviez rempli de tout ça. Et vous êtes profondément parti dans les méandres de vous-même. Je vous invite à profondément respirer, vraiment remplir le ventre à fond et la poitrine et à bien vider l'air et à recommencer deux, voire trois fois pour vraiment reconscientiser votre corps. Si vous étiez dans un état un peu hypnotique, je vous invite à délicatement remettre en mouvement vos doigts de pied ou vos doigts, remettre un peu en mouvement votre corps, progressivement à votre rythme réouvrir les yeux et à faire ce que vous avez envie et besoin. Si vous avez besoin de vous étirer, de vous masser, de bâiller, voilà, juste tout ce de vous lever, de bouger, tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui vous fait du bien pour pleinement revenir là dans votre corps. Venir pleinement présent ici et maintenant. Voilà pour cette proposition qui touche à sa fin. Je profite avant de couper de vous rappeler que je propose des accompagnements individuels en présentiel à Chambéry ou à distance par téléphone ou visio. Et qu'au mois d'avril, dans un mois, démarre la nouvelle formation où je transmets de nombreux outils dans cet état d'esprit que je vous partage dans cette vidéo pour vous aider à grandir, évoluer et à reprendre ce pouvoir d'auto-guérison, ouais. Une grosse partie donc, de développement personnel, de libération et de nettoyage, et développement du ressenti et de son potentiel. Les informations sont à disposition sur mon site coquetsébastien.fr. Je vous mettrai
lien en dessous de cette vidéo et je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter pour me poser vos questions directement. Merci. Au revoir.